génération Sakata. Ouyene Umpa Kenso. Deuxième album, Yabana Mouyene. À Studio Menko. Premier illimité. Alors, bienvenue à vous, Yene Mapa. Orke Ouyene Okpamete. Molenga Goliath Okrunkana. Ouyene Yasrachulu Mona Kwa Ouyene Mwa. Alors, Betty Beneve Lo Mindombe. Wow, Nana. Ah, je ne sais pas tout il y a un vampire. Moi, c'est un bon agent de l'enso. La crâne va têter bien le bas d'un camp. Moi, la mienne fouée. Diane Amia Joko Boué, que tu en benga en zombie. Toya vous frère à Dio. Ne moi, ça l'a baigné. À Tindia. À Banamoya Nakata Semendule. Papa Nassama. L'actualité nous oblige à faire cette petite vidéo juste pour expliquer Maïe Malekani Lelo dimanche le 26 janvier 2025 na Mboka New York Ipaiwapi Conseil de sécurité des Nations Unies sur demande express ya République démocratique du Congo na monoko ya maman ministre des Affaires étrangères Madame Thérèse. Conseil de sécurité des Nations Unies spécialement écoutanaki lelo pour ya 9849e séance et normalement c'était prévu pour le lundi. Mais dès son arrivée à New York, la ministre des Affaires étrangères a abattu un travail intense de diplomatie qui a fait que, sous la présidence de l'Algérie, le Conseil de sécurité s'est spécialement réuni aujourd'hui. Beaucoup de beaucoup de prise de parole. Il y a quelques leçons à prendre de ce qui s'est passé aujourd'hui. D'abord, ce travail de diplomatie qui manquait pour la RDC, la RDC revient sur le devant de la scène diplomatiquement par ce travail abattu par la ministre des Affaires étrangères. Parce que, vous vous rappelez bien, depuis le début de la deuxième guerre congolaise, le 2 août 1998, Laurent Désiré Kabila, le président Laurent Désiré Kabila disait à l'époque comment est-ce qu'il était étonné que le ministre des Affaires étrangères d'alors, Bizima Kara, que lui avait considéré être son fils, avait traversé de l'autre côté et qu'il était devenu un des membres influents de la rébellion RCD Goma, qui était une rébellion de proxy, un peu sous les bottes de Rwanda, comme toujours on a eu dans ces guerres. Et depuis ce temps-là, on se plaint toujours que la diplomatie congolaise ne se faisait pas entendre, la voix du Congo ne se faisait pas entendre. Mais cette fois-ci, imaginez-vous si le Conseil de sécurité peut changer sa réunion du lundi au dimanche, qui est un jour férié. C'est qu'il faut féliciter Madame la ministre qui a abattu un travail de titan. Et cela s'est remarqué aussi par les prises de parole. Il y a eu plusieurs prises de parole. L'Angola, l'Afrique du Sud qui a perdu ses casques bleus au Congo. Il y a le Danemark qui s'est appesanti sur ces misères congolaises qui ne font que perdurer. La Chine qui a condamné le M23 qui souligne les victimes civiles, les casques bleus surtout. C'est inadmissible qu'on puisse avoir des casques bleus qui meurent. Le Pakistan qui dit comment est-ce qu'il ne peut pas comprendre qu'il y a tout le matériel lourd, par exemple, qu'avait son contingent qui se trouvait non loin de Goma. Mais si ces engins lourds écoutés tombent entre les mains des rébellions ou de la rébellion M23, mais c'est un gâchis. Et il souligne aussi le fait que
Tout ça est arrivé peut-être à cause de certains mauvais commentaires politiques contre la MONUSCO. La MONUSCO est obligée de plier bagages, notamment au sud du Kivu rapidement, au nord Kivu aussi. Et là, on se retrouve devant une situation où la MONUSCO était obligée encore de déployer ses forces pour aider l'armée congolaise. Et la Russie est revenue sur... On ne parle pas, par exemple, que les minerais de Rumbaya, par exemple, c'est maintenant entre les mains de M23, donc c'est de la contrebande. Et la Russie dit, mais il ne faut pas qu'on oublie aussi que tout ça c'est arrivé aussi à cause de certaines tares que la colonisation a laissé au Congo et dans tous ces pays-là. Le Panama est revenu aussi en force pour dire qu'on doit faire quelque chose, on ne peut pas laisser cette situation perdurer. On a eu des pays comme la Slovénie, le Royaume-Uni, la Grèce, par exemple, la Grèce souligne le fait qu'il faut vraiment qu'on puisse laisser les problèmes africains, qu'il puisse avoir aussi des solutions africaines. Donc, qu'on respecte les Africains dans tout ce qui arrive pour qu'on ne puisse pas toujours mettre la main des Occidentaux dedans. La France, et qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir d'abord Moussala, maman ministre des Affaires étrangères à Sali, c'est vraiment, elle est à féliciter. D'ailleurs, vous voyez dans ses prises de parole, que vous sentez la détermination, les mots justes qu'elle utilise, qui montrent effectivement qu'il faut que les Nations Unies, il faut que tout le monde, les partenaires, puissent prendre tout de même ce problème autrement, parce qu'on ne va tout de même pas continuer toujours à faire des déclarations alors que la situation sur le terrain n'a jamais évolué. La condamnation, les États-Unis, d'ailleurs, c'est pour la première fois qu'on voit vraiment les États-Unis prendre une telle position. Est-ce que c'est l'arrivée de Trump qui fait bouger aussi les lignes de ces côtés-là? On ne sait pas, mais c'est vraiment à féliciter. Tout le monde demande d'abord que les rebelles et le gouvernement puissent toujours laisser un aspect humanitaire pour qu'on puisse venir en aide à tous ces millions de réfugiés qui quittent ces zones qu'on bombarde d'ailleurs. Les rebelles d'ailleurs bombardent. Ce qui est étonnant dans la déclaration du Rwanda, c'est que le Rwanda essaye de pratiquement parler à la place de M23. Justifier par exemple les bombardements pour dire que c'est parce que l'armée congolaise cachait des armes lourdes là où il y avait des Congolais qui fuyaient la guerre. C'est curieux que ce soit maintenant le Rwanda qui devient le porte-parole de M23. On a noté aussi, tout le monde dit, il ne faut pas qu'on pense qu'on puisse avoir une solution militaire à ça. Il faut continuer avec le processus de Rwanda et le processus de Nairobi. C'est-à-dire que tout le monde invite le gouvernement congolais à prendre des langues avec ces rébellions, entre guillemets, c'est-à-dire le M23. Mais là, on sait que la position du Congo est déjà connue, c'est un niet. Mais il y a des choses aussi il faut toujours faire attention dans ce qu'on a entendu. Plusieurs pays sont revenus sur ce faux fuyant qui utilise toujours le Rwanda, le FDLR. Parce que dans sa déclaration, le Rwanda affirme qu'actuellement, le FDLR devient des partenaires officiels du gouvernement avec les Wazalendo. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il dit que les casques bleus qui sont morts, parce que les casques bleus qui doivent avoir une position de neutralité ont supporté les Wazalendo et l'armée congolaise et les FDLR. C'est comme ça qu'ils sont pratiquement morts au combat. Mais je crois que ça, c'est un peu scandaleux de la part du Rwanda. Tout le monde a souligné aussi que l'intégrité et la souveraineté à RDC est non négociable. Donc, et ce ne sont pas des choses qu'on peut même pas en parler. Donc, tout le monde doit respecter ça. Le Rwanda aussi dit qu'il faut qu'on respecte cette intégrité et cette souveraineté en demandant aussi que la RDC puisse respecter sa souveraineté. Et le Rwanda évoque, parce que le président Félix Tshisekedi avait dit qu'il faut un changement de régime au Rwanda et prenait ces choses-là au sérieux. Il y a les capacités de la rébellion qui ne peuvent se justifier, M23 qui ne peuvent se justifier
s'il y a un appui, et effectivement ils ont un appui du Rwanda, comme l'atteste d'ailleurs tous les rapports de l'ONU, l'implication des minéraux dans cette guerre, parce que pendant qu'on fait la guerre, mais les minéraux congolais sont en train toujours de prendre ce passage vers l'Est avec l'Union européenne qui jadis avait signé ce contrat avec le Rwanda pour raffiner certains minéraux précieux. Vous allez voir dans le reportage, je vais laisser la prise de position du Burundi. C'est vraiment à féliciter. Parce que ce qui étonne dans tout ça, c'est un peu la loi de l'omerta. On tourne autour du pot sans qu'on puisse citer normalement l'envahisseur, c'est-à-dire le Rwanda qui traverse sa frontière et la ministre des Affaires étrangères l'ajoute. Alors, le Burundi s'étonne et dit, mais attendez, c'est omerta, jusqu'où ça va continuer? Donc la position du Burundi, courageuse, soutenant la RDC, c'est vraiment quelque chose qu'on a pu suivre cet après-midi. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que l'instant est grave. L'instant est grave, alors il faut qu'un chacun dans son petit domaine prenne conscience de ça. Il faut parler de cette guerre, il faut parler de cette invasion, il faut parler de ces morts, de ces réfugiés, de ces morts civils congolais. Et tout le monde a présenté des condoléances à la famille du général tué au front. Ça montre avec quelle violence cette guerre-là est en train de faire beaucoup de pertes de vies humaines. Et surtout, certains sont revenus sur ça. Ce n'est pas une guerre d'il y a 2 jours, d'il y a 3 jours. Ça fait déjà une 30aine d'années que le Congo est dans cette guerre. Alors, comme le dit la ministre des Affaires étrangères, l'ONU a du pain sur la planche. Parce qu'on doit continuer toujours à pleurnicher, à avoir des réunions, à avoir des déclarations, sans qu'on puisse prendre une action capitale pour la mettre fin. Ce n'est pas la première fois que l'ONU est au Congo. La première fois quand elle est arrivée, invitée par le Premier ministre Lumumba, en 1960, de 60 en 74, en 64, l'ONU, à l'époque comme on l'appelait, elle était obligée pour mettre fin aux sécessions, par exemple, de prendre une résolution du secrétaire général du Conseil de sécurité qui avait fait de l'ONU une force d'imposition de la paix. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'aujourd'hui, la MONUSCO qui est en train de partir, pour qu'elle puisse laisser tout de même un pays qui va goûter de la paix de l'ONU, qu'elle devienne une force d'imposition de la paix? Nous-mêmes, Congolais aussi, ça nous rappelle. Je crois que nous devons faire attention aussi dans nos petites déclarations, dans ce que nous disons trop rapidement. Parce que les déclarations, dans certaines circonstances, peuvent être toujours mal interprétées, surtout par les gens qui veulent, qui ont tellement envie du beefsteak congolais, qui sont les minéraux congolais. Donc, félicitations à Madame ministre des Affaires étrangères, prise de conscience générale de tous les Congolais. Les partenaires sont nombreux qui abordent dans le même sens que le Congo, à cause de ce grand travail intense où le ministre des Affaires étrangères a sali. Et cette diplomatie doit maintenant continuer. Il faut maintenant que dans toutes les capitales, qu'on puisse relayer ce message-là. Et nous ici à Londres, vous savez, c'est Londres qui était un peu le bastion des combattants. Et donc c'est que en tant que société civile, en tant que citoyen congolais, on a tout de même le droit de faire résonner la position congolaise, surtout que des morts se comptent par milliers, des blessés se comptent par milliers. Et maintenant, on commence à avoir aussi des morts et des blessés du côté des casques bleus. Donc je vous laisse suivre la déclaration de la ministre des Affaires étrangères et surtout, après la déclaration du Rwanda, la ministre des Affaires étrangères a dû répondre et avant que la session ne se termine, elle avait encore pris la parole. Puis une autre position très claire, très capitale, on sentait même la colère dans ses mots, c'est de Mme Bintou Keïta, la représentante personnelle du secrétaire général de l'ONU et responsable de la MONUSCO, en vidéoconférence, parce qu'il y a des casques bleus qui sont morts au combat. Et ça, Madame n'est pas allée à 4 chemins. Non pas seulement qu'on doit condamner
Mais on doit identifier ces personnes qui sont à l'origine de telles bavures, et ces personnes-là doivent subir la force de la loi internationale en la matière. Et ça, c'est... Donc, on a senti vraiment une MONUSCO qui se sent vraiment piétinée sur ces derniers orteils. C'est juste ces petits éléments que nous avons rassemblés rapidement pour que nous puissions avoir chaque fois des petits éléments d'archives. Bye bye. Good morning. Chers collègues, bonjour. Pardonnez-moi mon retard. Nous avons tenu des consultations au sein du groupe A3+. Je déclare ouverte la 9849e séance du Conseil de sécurité. L'ordre du jour provisoire de la présente séance est le suivant. La situation concernant la République démocratique du Congo. L'ordre du jour est adopté. Conformément à l'article 37 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite les représentants de l'Angola, du Burundi, de la République populaire démocratique du Congo, du Rwanda, de l'Afrique du Sud et de l'Uruguay à prendre part à cette séance. Il en est ainsi décidé. Au nom du Conseil, je souhaite la bienvenue à son Excellence, Madame Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie de la République populaire démocratique du Congo. Conformément à l'article 39 du règlement intérieur du Conseil, j'invite les intervenants principaux suivants à prendre part à cette séance. Madame Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général et chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, Monsieur Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint aux opérations de paix, et Madame Joy Msuya, sous-secrétaire général aux affaires humanitaires et coordonnatrice adjointe des secours d'urgence. Il en est ainsi décidé. Le Conseil de sécurité va maintenant entamer l'examen du point 2 de l'ordre du jour. Je donne maintenant la parole à son Excellence Madame Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie de la République démocratique du Congo. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, permettez-moi, au nom du gouvernement et du peuple de la République démocratique du Congo, d'exprimer nos remerciements pour la convocation de cette réunion dans un si bref délai.
Nous saluons l'engagement de la présidence algérienne et nous reconnaissons la contribution des États-Unis lors de la précédente présidence. Nous exprimons également notre gratitude au secrétaire général des Nations Unies, son Excellence Antonio Guterres, et saluons les contributions essentielles de Mme Bintou Keïta, M. Jean-Pierre Lacroix et Mme Joyce Msuya, dont les efforts soutiennent la paix et la sécurité dans notre pays. Avant de poursuivre mon intervention, je souhaiterais marquer une pause pour rendre hommage au sacrifice ultime consenti au cours des dernières 72 heures par les soldats de la paix de la MONUSCO et de la communauté de développement d'Afrique australe SADC en République démocratique du Congo. J'honore également la bravoure des forces armées de la République démocratique du Congo et la mémoire des populations congolaises civiles martyrisées par le Rwanda. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, l'histoire nous convoque aujourd'hui ici dans cette enceinte où se scelle le destin des nations. Elle ne tolère ni l'indifférence ni l'hésitation. Ce que traverse la République démocratique du Congo n'est pas un conflit parmi d'autres, mais une agression délibérée et méthodique contre un État souverain. Une violation flagrante des principes fondateurs de cette organisation et une atteinte intolérable à la paix et à la sécurité internationale. La République démocratique du Congo attend légitimement de ce Conseil qu'il agisse avec fermeté et diligence pour protéger la paix et la sécurité internationale et imposer le droit international, un pouvoir qui lui est exclusivement conféré par la Charte des Nations Unies. Monsieur le Président, en cet instant même, alors que je me tiens devant vous, une attaque d'une gravité inouïe se déroule sous les yeux du monde. De nouvelles troupes rwandaises ont franchi les bornes 12 et 13 du poste frontalier séparant Goma de Gisenyi, pénétrant sur notre territoire en plein jour, dans une violation ouverte et délibérée de notre souveraineté nationale. C'est une agression frontale, une déclaration de guerre qui ne se cache plus derrière des artifices diplomatiques. À Goma, les forces armées de la République démocratique du Congo, soutenues par les troupes des Nations Unies et de la SADC, défendent la ville et sa population sur plusieurs fronts, avec la bravoure et la détermination que seule la juste et noble cause de défendre son droit légitime d'exister peut insuffler. Mais ce combat ne se limite pas au champ de bataille. Plus de 3 millions de civils, ainsi que des humanitaires, sont pris en otage par les agresseurs, utilisés comme des boucliers dans une stratégie cynique de terreur et de chaos. Les signes ne trompent pas, le Rwanda se prépare à orchestrer un carnage à ciel ouvert, avec une brutalité qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Il est impératif que les combats cessent immédiatement. Chaque heure qui passe rapproche notre région d'une tragédie d'une ampleur insoutenable. Nous refusons de voir se répéter le cauchemar de 1996, ce chapitre sombre de l'histoire africaine que nous pensions clos. Aujourd'hui, les victimes ne sont pas seulement congolaises. Cette attaque est dirigée contre l'Afrique tout entière, que dis-je, contre l'humanité entière. Les balles rwandaises frappent indistinctement les Sud-Africains, les Tanzaniens, les Malawites, les Burundais, les Uruguayens, tous frères et sœurs venus pour la paix. Et que dire de vous, membres de ce Conseil? Cette agression ne vise pas seulement la République démocratique du Congo, elle est dirigée contre vous. Votre mission, contre vos soldats de la paix que vous avez mandatés pour protéger et non pour être pris pour cible. Laissez-moi être clair, chaque minute qui passe sans action décisive de ce Conseil est une victoire pour l'agresseur. Chaque hésitation fragilise la crédibilité des Nations Unies et condamne des innocents à l'indicible. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le monde vous regarde, il est temps d'agir. Depuis le 6 janvier 2025, les forces de défense du Rwanda et leurs supplétifs du M23 intensifient leurs attaques en violation flagrante du cessez-le-feu du 4 août 2024, occupant les localités stratégiques telles que Katale, Louchébéré, Massissi Centre, avant de progresser vers Bweremana, Minova et Kalungu. Ces attaques aggravent une situation humanitaire déjà catastrophique, provoquant le déplacement de millions de Congolais
et visant à chasser les civils de leur foyer pour établir une administration parallèle et modifier la configuration de la région. À Goma, les RDF ont délibérément coupé les lignes d'approvisionnement en électricité et en eau, bloqué les routes d'accès stratégiques et utilisé les brouilleurs GPS mettant en danger les vols civils et humanitaires. Le 19 janvier 2025, l'hôpital de Médecins sans frontières à Massissi Centre a été frappé par une roquette, blessant 2 humanitaires. Ces actes, comme les attaques répétées contre les camps de déplacés, illustrent une violation manifeste du droit international humanitaire et révèlent l'objectif des RDF et du M23. Semer la terreur et paralyser l'assistance humanitaire. Nous mettons en garde contre le piège du prétexte fallacieux avancé par le gouvernement rwandais qui brandit la protection d'une de nos nombreuses minorités comme justification de son ingérence. La réalité est tout autre. Aujourd'hui, dans les camps de déplacés congolais, les victimes sont de toutes les ethnies, y compris les Tutsis congolais qui subissent le même sort tragique que leurs concitoyens face à la violence des forces armées rwandaises et du M23. Alors que nous faisons face à cette catastrophe humanitaire, il est clair que cette crise est directement liée au pillage économique de notre pays. Le dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies révèle l'ampleur du pillage orchestré par le Rwanda. Chaque mois, plus de 150 tonnes de coltan sont illégalement extraites et acheminées vers le Rwanda, où elles sont frauduleusement étiquetées pour l'exportation. Ce commerce illicite compromet la souveraineté de la RDC et finance directement les activités militaires des forces armées rwandaises et du M23. À Rubaya, le site le plus grand d'exploitation de coltan de la région, les RDF et le M23 ont établi une administration parallèle, exploitant nos ressources et imposant leur contrôle sur les populations locales en toute impunité. Ces activités doivent être sanctionnées. Cependant, cette exploitation illégale n'est qu'un aspect de l'agression menée par le Rwanda. Depuis le début de leur campagne de terreur en 2022, les RDF et le M23 ont systématiquement ciblé les forces de maintien de la paix. Le 24 janvier 2025, le général-major Peter Chirimwami Nkuba, gouverneur militaire du Nord Kivu, a été lâchement assassiné par les forces armées rwandaises alors qu'il commandait sur la ligne du front. Le 25 janvier, 9 soldats sud-africains, 3 soldats du Malawi et 1 soldat uruguayen ont été tués dans des affrontements avec le Rwanda et le M23. Un char des Nations Unies a été incendié, marquant un nouveau seuil dans l'hostilité ouverte envers les institutions multilatérales. Par ailleurs, une compagnie de casques bleus tanzaniens à Kanyabayonga reste jusqu'à présent encerclée et coupée de tout approvisionnement par les RDF et le M23. Le dernier rapport du groupe d'experts révèle également l'utilisation par les RDF et leurs supplétifs d'un arsenal sophistiqué. Missiles solaires, mortiers guidés par GPS et missiles anti-chars. Ces violations flagrantes du régime d'embargo sur les armes et le droit international humanitaire menacent gravement la paix et la sécurité de la région des Grands Lacs. Ces 3 dimensions, humanitaire, économique et sécuritaire, révèle une réalité incontestable. Une agression systématique et coordonnée contre la République démocratique du Congo par le Rwanda. Monsieur le Président, distingué membre du Conseil, le processus de Luanda, conçu pour offrir un cadre de résolution pacifique, a été saboté par l'intransigeance du Rwanda. Chaque engagement pris à Luanda a été piétiné, à commencer par le cessez-le-feu du 4 août. Aussi, depuis l'établissement du mécanisme de vérification ad hoc renforcé à Goma le 5 novembre 2024, le Rwanda n'a jamais envoyé ses 3 experts militaires pour superviser la mise en œuvre du dit cessez-le-feu. Rappelez-vous, lors de notre dernière réunion du 8 décembre dans cette salle, le représentant permanent du Rwanda avait affirmé que les experts étaient en route pour Goma. Aujourd'hui, 82 jours plus tard, ils ne sont toujours pas arrivés. Le 15 décembre, le Rwanda a sciemment saboté le sommet convoqué par le facilitateur du processus de Luanda, son Excellence João Lourenço, en ignorant son invitation. Et le 23 janvier, le président du Rwanda a surpris le monde entier en sollicitant la médiation de la Turquie
s'éloignant ainsi des principes de solutions africaines aux problèmes africains. Malgré ce mépris flagrant affiché par le Rwanda pour le processus de Luanda, la République démocratique du Congo reste pleinement engagée et réitère sa confiance en son Excellence João Lourenço. Ce processus, endossé par l'Union africaine, demeure le seul cadre légitime pour une solution politique au conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ce cadre, exclusivement interétatique, ne saurait inclure des acteurs non étatiques ni les élever au même rang que des États souverains. La République démocratique du Congo rejettera toute tentative d'inclusion du M23 dans le processus de Luanda, l'orientant plutôt vers son cadre légitime, le processus de Nairobi, sous la facilitation de son Excellence Uhuru Kenyatta. La République démocratique du Congo renouvelle toute sa confiance en lui et rejette toute tentative visant à diluer les efforts de la médiation. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, malgré les alertes répétées du gouvernement congolais depuis 3 ans, ce Conseil est resté passif. Ce Conseil ne peut se contenter de déclarations de préoccupation ou de rester simplement saisi de la question. Son mandat, son devoir est de protéger la paix et la sécurité internationale, de défendre la vie humaine sans distinction d'origine, de race, de religion ou de genre. Ce Conseil est le garant de l'espoir et de la foi en des jours meilleurs, des jours de paix, de développement et de prospérité. C'est pourquoi nous appelons ce Conseil à agir de manière décisive et immédiate, conformément aux preuves accablantes fournies par le dernier rapport du groupe d'experts. Voici les actions concrètes que nous exigeons. Le Conseil de sécurité doit ordonner immédiatement la fin des hostilités par le Rwanda et exiger le retrait immédiat des troupes rwandaises présentes sur le territoire congolais. Le Conseil de sécurité doit imposer des sanctions ciblées, incluant le gel des avoirs et l'interdiction de voyager, non seulement contre les membres identifiés de la chaîne de commandement des forces armées rwandaises, mais aussi contre les décideurs politiques responsables de cette agression. Le Conseil de sécurité doit imposer un embargo total sur les exportations de tous les minerais étiquetés comme rwandais, en particulier le coltan et l'or, afin de mettre fin à l'exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Le Conseil de sécurité doit révoquer immédiatement le statut du Rwanda en tant que contributeur de troupes aux missions de paix des Nations unies. Il est inconcevable que ce même pays qui contribue aux missions de la paix des Nations unies est celui qui participe maintenant, activement, directement, aux attaques contre les soldats de la paix. Le Conseil de sécurité, finalement, doit instaurer un régime de notification systématique pour toute vente et transfert d'armes au Rwanda par les États membres ou des entités privées. Cela garantira que ces armes ne soient pas utilisées pour équiper des groupes armés sous embargo, tels que le M23. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, ce Conseil est à un tournant majeur. L'indécision et l'inaction ne peuvent plus être tolérées face à une crise qui menace de plonger notre pays et la région dans un chaos absolu. Chaque jour de retard alimente l'agresseur et affaiblit les principes mêmes qui fondent cette organisation. Nous appelons donc ce Conseil à utiliser pleinement l'ensemble des dispositions et mesures prévues par le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies afin de préserver la paix et de protéger la souveraineté de la République démocratique du Congo. Le peuple congolais nourrit une aspiration profonde, celle de vivre en sécurité, de bâtir un avenir prospère et de contribuer activement aux côtés des nations du monde à un ordre international fondé sur le respect du droit et des principes de justice. Cette aspiration ne sera pas étouffée. Nous vous demandons d'écrire une nouvelle page de courage et d'engagement, une page où les valeurs du multilatéralisme et de solidarité priment sur l'indifférence et le calcul. L'histoire se souviendra de vos décisions aujourd'hui, comme elle se souviendra de notre lutte incessante pour la paix, la dignité et la souveraineté. Et à ceux qui oseraient justifier l'injustifiable, nous disons ceci, il n'y a aucune place dans ces salles dédiées à la paix mondiale pour des discours qui cherchent à excuser le péché impardonnable de sacrifier des vies innocentes. Le respect dû aux centaines de milliers de vies en jeu exige le silence face à l'évidence. Face à l'adversité, le peuple congolais se distingue par une résilience, une dignité et une détermination qui imposent le respect. Ce courage exemplaire
portés par le désir de vivre en sécurité, de bâtir un avenir prospère et de contribuer à un ordre international juste, témoignent de la grandeur du Congo. Cette force inébranlable ne sera jamais brisée. Je vous remercie. Je remercie Son Excellence, Madame Kaikwamba Wagner, pour son intervention. Et je donne maintenant la parole au représentant du Rwanda. Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Qu'il me soit permis à l'entame de mon propos de remercier la présidence algérienne pour le brio avec lequel elle mène les travaux du Conseil de sécurité en ce mois de janvier. Nous remercions aussi l'Algérie pour la convocation de cette réunion importante. Je me félicite. La parole est maintenant au représentant du Burundi. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma délégation se félicite de participer à ce briefing sur la détérioration de la situation sécuritaire en RDC, convoqué par la présidence algérienne du Conseil au cours de ce mois, et salue la présence de son Excellence Madame Thérèse Kaikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères de la RDC, tout en se réjouissant de la qualité des présentations faites par Madame Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la RDC et chef de la MONUSCO, Monsieur Jean-Pierre Lacroix, sous-secrétaire général du département des opérations de paix, et Madame Joyce Msuya, secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordonnateur adjoint des secours d'urgence. Le gouvernement du Burundi présente ses condoléances au peuple et au gouvernement congolais suite à l'assassinat du gouverneur du Nord Kivu, le général Chirimwami, ainsi qu'aux familles et pays des casques bleus et de SAMI RDC qui ont perdu leur vie. Le Burundi tient à souligner que l'aggravation de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, où la détérioration continue dans cette région, ne menace pas seulement la paix et la stabilité locale, mais pose également un défi au maintien de la sécurité internationale, cœur de la mission de ce Conseil. Le Burundi soutient fermement le respect de la coexistence pacifique entre les nations et rejette catégoriquement les guerres par procuration. L'Est de la RDC a trop souvent été victime de conflits alimentés par des intérêts étrangers, exacerbant les tensions locales et sapant les efforts de paix. Le Burundi salue le processus de Luanda et de Nairobi, qui constituent des cadres cruciaux pour une désescalade rapide de la crise. Ces initiatives régionales, soutenues par l'Union africaine et la communauté internationale, tracent une feuille de route claire pour parvenir à un cessez-le-feu durable. Les Nations unies, à travers le travail inestimable du groupe d'experts sur la RDC, ont documenté avec précision les dynamiques de ce conflit. Ces rapports ont souligné l'implication d'acteurs extérieurs dans le soutien des groupes armés locaux, les violations flagrantes de droits de l'homme et les pillages systématiques des ressources naturelles de la RDC. Ces faits ne peuvent être ignorés. Il est impératif que ce Conseil exige des mesures concrètes pour mettre fin à ces ingérences et garantir le plein respect des principes sacro-saints du droit international et du droit international humanitaire. Le Burundi note que les différents rapports des Nations unies sur la situation sécuritaire en RDC sont constamment publiés et les acteurs du conflit en RDC sont connus. Les acteurs moins visibles sont également connus et dénoncés dans ces différents rapports. Les principes fondamentaux inscrits dans la Charte des Nations unies qui guident et motivent l'action des Nations unies sont connus de tout le monde. Pourtant, le Conseil de sécurité reste silencieux. Silencieux. Pas une seule résolution condamnant les auteurs des violations flagrantes des principes de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de la RDC. Ces principes doivent être fermement réaffirmés dans le cas de la RDC. L'intégrité de son territoire ne peut être compromise et les incursions armées ainsi que les violations répétées de ses frontières doivent cesser immédiatement. Silencieux et aucune résolution sur les violations des principes élémentaires du droit international humanitaire. Dès lors, la question pertinente est de savoir quel est le message derrière ce silence du Conseil de sécurité. S'agit-il de... La question reste ouverte et posée au Conseil de sécurité.
Toujours est-il que la ville de Goma, capitale du Nord Kivu, se retrouve aujourd'hui au bord du précipice. Une escalade militaire qui atteindrait cette ville aurait des conséquences humanitaires et sécuritaires catastrophiques, non seulement pour la RDC, mais pour toute la région. Ce Conseil ne devrait pas rester spectateur d'une tragédie annoncée. À cet effet, le Burundi exhorte ce Conseil à appeler à une cessation immédiate des hostilités dans l'est de la RDC et garantir que ce territoire ne devienne pas un terrain de confrontation indirecte entre acteurs régionaux et internationaux. Deuxièmement, soutenir les efforts des processus de Luanda et de Nairobi en exigeant le respect des engagements pris par toutes les parties. Troisièmement, soutenir les autorités de la RDC à restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble de son territoire. Quatrièmement, exiger le retrait des forces d'agression contre la RDC et la cessation des hostilités et appuyer la relance du processus de Luanda et de Nairobi. Cinquièmement, intensifier ses appuis aux populations civiles et déplacées de guerre pour subvenir aux besoins de base avec une attention particulière aux femmes et aux enfants. En définitive, le Conseil de sécurité devrait être attentif aux revendications légitimes du peuple et du gouvernement congolais en agissant avec détermination pour garantir que la RDC puisse exercer pleinement sa souveraineté et retrouver la paix. La sécurité et la stabilité en Afrique centrale et au-delà en dépendent. Je vous remercie. Je remercie le représentant du Burundi pour son intervention. Son Excellence, Madame Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie de la République démocratique du Congo, a demandé la parole pour faire une intervention supplémentaire. Vous avez la parole. Merci pour la parole, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, aujourd'hui, il n'y aura pas de réfutation. Aujourd'hui, il n'y aura pas de réponse aux propos et aux tentatives maladroites du Rwanda de passer sous silence les attaques impitoyables et inexcusables sur l'édifice du multilatéralisme, du droit international et de la valeur de la vie humaine qu'il est en train de mener à ce moment même à Goma. La réponse à l'agression rwandaise et à ses manœuvres de diversion doit venir de ce Conseil, qui doit enfin assumer pleinement ses responsabilités et cesser de détourner le regard. Trop de temps a été perdu dans l'inaction, trop de vies ont été sacrifiées et trop de principes ont été bafoués. Le Rwanda persiste dans la terreur et le pillage et le mépris des Nations unies et des résolutions de ce Conseil. L'impunité ne saurait perdurer sans porter un coup fatal à la crédibilité des Nations unies. Le temps des hésitations est révolu. L'heure est à l'action. Je vous remercie. Je remercie Son Excellence Madame Kayikwamba Wagner pour son intervention. Le représentant du Rwanda a demandé la parole pour prononcer une nouvelle intervention. C'est à vous. Thank you, Mr. Chair. Merci, Monsieur le Président. Que les choses soient claires. Ces crises concernent la RDC, d'où le processus de Luanda et de Nairobi. La RDC fait face à des crises politiques, sécuritaires et humanitaires depuis des décennies. Ce n'est pas une nouvelle question. Il ne convient donc pas d'imputer la responsabilité à une partie extérieure. S'agissant de la question de l'intégrité territoriale, nous le reconnaissons, l'intégrité territoriale de la RDC est importante, tout comme celle du Rwanda.
Voilà 30 ans que l'instabilité, les attaques et des infiltrations, des attaques faisant des victimes de la part de groupes armés sur le territoire du Rwanda, et ce en provenance de la RDC. Pourquoi la RDC conserve-t-elle les FDLR en faisant un allié stratégique? Il convient de neutraliser et de rejeter les FDLR du territoire de la RDC pour que la paix prévale. La ministre a parlé plutôt du déploiement de l'envoi de liaison du Rwanda pour le mécanisme de vérification à Goma. Alors si ces 3 officiers n'ont pas été déployés plus tôt, eh bien c'est parce que la RDC a refusé de garantir leur sûreté et leur sécurité. Dès que la RDC garantira leur sécurité et leur sûreté, nous pourrons les envoyer à Goma pour travailler au mécanisme de vérification. Merci. I thank the representative of... Merci au Rwanda pour son intervention. Je donne la parole à son Excellence, Madame Kakikwamba Wagner, qui a demandé la parole pour prononcer une nouvelle intervention. Merci encore une fois, Monsieur le Président. Je vais être brève. Je prends note, et je pense que le Conseil entier prend note du fait que le Rwanda remet en question la crédibilité du groupe des experts, la crédibilité d'une représentante spéciale du secrétaire général, la crédibilité même de vous, membres du Conseil de sécurité, qui avez dénoncé la présence des forces armées rwandaises sur le territoire souverain de la République démocratique du Congo. Il vous revient à vous de tirer les conséquences de ce mépris, de ce manque de respect. Je voudrais clarifier une chose par rapport à la question du mécanisme de vérification ad hoc renforcé. La République du Rwanda a reçu, la veille de la mise en place de ce mécanisme, une note verbale garantissant la sécurité de tous ces éléments qui seraient déployés. Mais peut-être qu'ils sont encore à la recherche de la route vers Goma 82 jours plus tard. Merci beaucoup. I thank Her Excellency. Je remercie Son Excellence, Madame Kayikwamba Wagner, pour cette intervention. There are no more names. Il n'y a plus de demande d'intervention. J'invite les membres du Conseil à des consultations officieuses afin de poursuivre nos discussions sur la question. La séance est levée. Abana moya na kata semendule Zigol papa na sama Kabelu kope